J'appelle Ouchang Guillardi, notre psychiatre, psychanalyste. On a parlé des difficultés de vivre des patients avec ces disgrâces, des difficultés techniques et parfois éthiques des chirurgiens pour tenter de pallier ces situations. Marie-Paul Vasquez a parlé des difficultés pour les familles d'accepter ces disgrâces. J'ai aussi demandé à Ouchang d'aborder la question, le terme va déplaire à ma chef de service, mais les conséquences de ces disgrâces sur l'équipe soignante. Je veux dire par là, toute cette équipe paramédicale qui travaille avec nous et qui, plusieurs fois par jour et jour après jour, est confrontée à ces visages ingrats, pour ne pas dire davantage. Merci Ouchang. Pas me remercier avant parce que c'est pas. Non, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir dans votre honorable assemblée savante et que je constate excessivement professionnelle, et de m'avoir invité, Monsieur le Président et Patrick Goudot. Bon, vous pensez bien que je ne vais pas vous proposer des recettes, un mode d'emploi, l'exposé technique, parce que je sais bien que les chirurgiens, ça ne les intéresse pas vraiment, en général, et que de toute façon, tout le monde se considère assez psychologue. Mais s'il faut 10 ans pour commencer à former un chirurgien, il faut savoir que c'est à peu près la même chose pour un psychanalyste. Au bout de 10 ans, on commence un petit peu à se débrouiller. Et dans le service, je demandais toujours à tous ceux qui venaient de ne pas étaler leur savoir avant 10 ans et d'écouter avant de parler. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il s'agit en effet d'un autre monde. J'ai mis outre-monde, mais c'est parce que c'est plusieurs fois autre monde qui est tout aussi délicat et tout aussi technique en réalité, bien que largement méconnu, sinon dévalorisé, c'est celui de la subjectivité. Alors, subjectivité et des états psychiques qui ont leur logique propre, mais dans lequel le terme objectivité n'a quasiment plus de sens. C'est un monde d'idées, de pensées, de fantasmes, d'émotions, d'idéaux, de récits, de contes de fées même, d'interprétations, d'illusions, de jugements, à chaque fois d'une singularité surprenante et inattendue. Il n'y a pas d'objectivité psychique, il n'y a que de la subjectivité. Ici, cet autre monde se redouble le plus souvent par la survenue brutale, inattendue, d'un événement mutilant ou délétère, que vous appelez, selon certains acronymes, en effet, traumatisme, vous savez, syndrome de stress, enfin bref, post-traumatique, un syndrome, un ensemble de symptômes, avec le stress qui est un terme un peu flou, qui est censé résumer toutes les conséquences psychiques de l'événement. Mais le terme anglais de disorder est peut-être plus adapté parce qu'il s'agit en effet d'un désordre. Le terme est bienvenu après. Alors, si vous appelez ça traumatisme, nous appelons ça trauma. Trauma pour reconnaître la qualité et l'importance de ce qui va transformer et mutiler éventuellement le psychisme. Une configuration différente entre avant et après. Troisième double monde, si je peux dire, puisque ça atteint le visage, la face, qui forme une part de l'identité du sujet, et en quelque sorte ses papiers, comme vous le savez, le faciès, voire son passeport.
et donc modifier ou transformer, mutiler son identité a des conséquences tout à fait majeures. Alors, je vais juste poser quelques petits exemples pour situer quelques fragments de la clinique. Alors, je ne vais pas parler des gueules cassées ni des attentats, mais de la clinique très ordinaire du service de maxillofacial ou d'un service qui est tout aussi redoutable d'ailleurs. Ces quelques faits cliniques pour évoquer la complexité, la disparité des situations psychiques pour se repérer autour de la disgrâce. Alors, Madame A, députée européenne, circule en scooter, elle se fait renverser par un car de police. Elle se retrouve à l'hôpital, bien amochée, intervention. Son petit garçon vient la voir après un moment et s'écrie « Oh maman, t'es moche !» Elle nous dira sans aucunement se formaliser « Ça lui passera ». Elle ne s'apitoie pas sur son sort, elle temporise, elle tempère la difficulté avec les autres, tranquillement et simplement. Madame B avait, ou je ne me souviens plus, ou considérait avoir un petit artefact sur la joue, une petite malformation près de la commissure des lèvres. Alors, intervention, bon, ça ne va pas. Réintervention, ça ne va toujours pas, et on continue comme ça. Ça ne lui convient toujours pas. Et peu à peu, elle est au travail, et elle sort son petit miroir de son sac à main et regarde cet artefact assez peu visible pour nous. Et ce rituel devenu répétitif, obsédant, permanent, la désinsère peu à peu, elle finit par se faire licencier. La disgrâce, très relative, étant devenue monoïdéique, délirante, et le centre de sa pensée. Vous voyez que Troisième exemple, monsieur C, qui est schizophrène. Schizophrène, il se tire un coup de fusil dans le visage pour se tuer, je ne sais pas. Le visage explose, mais il survit, extrêmement défiguré, un frix monstrueux. Vous vous souvenez, des interventions innombrables, prothèses, etc. Et malgré les prouesses chirurgicales, persiste un visage délabré. Étonnamment, cependant, il ne présente plus aucun élément majeur de dissociation, de discordance psychotique. Il se retrouve quasiment normal, selon les critères ordinaires. Il se remet à des études, il s'intègre socialement. Je veux dire qu'il s'agit ici d'un phénomène très particulier de balancement de la pathologie entre état psychique et état physique. L'enquistement de l'altération ou du handicap dans un lieu physique permet un équilibre psychique. Je ne veux pas vous donner le vertige, mais même si ceci peut paraître étrange ou idiot, je vais ajouter qu'il s'agit du même phénomène, incompréhensible généralement pour les praticiens très précautionneux dans leurs interventions, qui ont beau opérer parfaitement une plaie, prendre toutes les précautions d'asepsie, de anti-rejet, eh bien, le lambeau de nouveau s'infecte. Il s'infecte une fois, deux fois, trois fois. Et même s'il s'agit pour vous
d'un autre monde ou d'élucubration. Je veux dire que certains patients ont besoin de conserver, de maintenir, d'enquister un handicap, une mutilation, celle-ci permettant un équilibre mental. Ceci donc est à l'origine d'un certain nombre de non-cicatrisations, de non-guérisons, mais même davantage de demandes d'intervention qui peuvent paraître ou sont manifestement intempestives, aboutissant à des mutilations, à des altérations physiques. Ces trois exemples pour dire qu'il n'existe aucune corrélation directe entre la gravité, l'intensité de l'atteinte ou de l'altération physique et celle du psychique. Ils sont sans commune mesure. Un artefact bouleverse toute la vie. Un délabrement majeur, une explosion, peut le construire et l'équilibrer. Plus simplement, la personnalité, le conformisme et le caractère. Alors, un garçon trouve que son visage ne lui convient pas, il est assez dissymétrique, étrange. Il demande une chirurgie esthétique à la limite du fonctionnel. Le chirurgien me l'adresse néanmoins. Et moi, je réponds que je le trouve beau, son visage montrant un caractère affirmé, une qualité, une personnalité. Ce n'est pas... vous avez un Gainsbourg, oreille bien connue, pendant un temps, et puis l'affirmation de sa personnalité. Vous avez une Sandrine Kimberlin à qui le metteur en scène dit que c'est son asymétrie qui forme le caractère. Et vous avez même ces gens qui sont beaucoup plus beaux, malgré l'adage du poète des ans, l'irréparable outrage, qui sont beaucoup plus beaux à 60 ans qu'à 20. C'est une question d'affirmation et de présence de la personnalité. Et Cyrano de Bergerac en représente l'archétype. L'amoureux transi, névrose et mélancolie. Et comme ça, nous avons toute la ribambelle des nés adolescents qui ne conviennent pas. Une interrogation névrotique, faut-il changer les seins, le sexe, etc. C'est donc cette complexité, cette diversité des états psychiques qui va commander une part des relations des patients avec les chirurgiens, avec les équipes, avec les familles. Inversement, des chirurgiens, des équipes envers les patients. Alors, il ne faut pas s'étonner que certains patients portent chirurgiens et équipes au nu avec une extrême valorisation et que d'autres se retrouvent dans le dépit, la revendication, éventuellement les procès. Donc les questions sont quand même entre identification, sympathie, souffrir avec, dégoût, transitivisme, évitement, rejet, charme. Mais naturellement, la question, c'est ne pas sous-estimer les effets, ne pas ignorer le monde caché, sous-jacent et les bouleversements considérables, permettre de métaboliser, prendre le temps d'élaborer et de reconstruire le psychisme et parfois même le construire parce que c'est un travail de toute la vie et se déprendre du formatage. Alors pour cela, il peut y avoir des réunions d'équipe. Des réunions d'équipe, comme personne n'a le temps, disons mensuelles, difficiles à réaliser. Il peut y avoir des entretiens individuels, sur demande. Alors s'il vous plaît, avec des professionnels,
je répète, ne pas faire le psy, mais engager un professionnel disponible, présent, à l'écoute des perturbations des patients, familles, chirurgiens et équipes. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions pour Ouchang? Je vais t'en poser une, Ouchang. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe infirmière, aide-soignante, etc., qui font appel à toi ou à ton équipe, qui ont fait appel à toi ou à ton équipe pour pouvoir affronter ou comprendre, enfin, ou être aidés face à ces disgrâces dont on parle depuis le début de l'après-midi? Alors, la réponse, c'est énormément. Vous ne les voyez pas forcément parce que, naturellement, il y a une discrétion. C'est parce que ça implique effectivement très profondément ces membres du personnel. Et je répète, c'est des membres du personnel du haut jusqu'en bas. Je ne vais pas parler des dirigeants de service, mais jusqu'aux aides-soignantes et tout. C'est extrêmement fréquent. Et à chaque fois, en effet, la question était... L'autre question, c'est est-ce que à partir d'un certain point, on propose d'en parler ou qu'il aille en parler ou qu'elle aille en parler en dehors du service. Est-ce que tu veux dire par là que même des membres de l'équipe médicale sont venus chercher secours auprès de toi? Bah, absolument. OK. Je voudrais vous poser une question lapidaire sur l'histoire du coup de fusil. Oui. Le coup de fusil est déclenché par un déséquilibre. Et vous dites qu'il a permis d'acquérir un nouvel équilibre. Oui. Comment est-ce que vous pensez que c'est une autothérapeutique? Alors, c'est une autothérapeutique inconsciente, mais je vous ferai remarquer que le coup de fusil en général, le suicide, c'est déjà une thérapeutique antalgique. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre tellement, qui ne trouve pas d'autre moyen que de résoudre radicalement sa douleur. Donc déjà, c'est de l'antalgie. Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre Ozalgo, donc ophtalmo. Est-ce que la psychologie des personnes a changé depuis 1918, puisque après la guerre 14-18, il y a eu des gueules cassées, etc. Et la population, finalement, s'accommodait plutôt correctement de tous ces gens qui avaient des visages détruits ou des problèmes corporels, semble-t-il. Alors, est-ce que c'est une impression? Alors, est-ce que je me trompe en disant ça? C'est possible. Ou est-ce que la psychologie des personnes a changé actuellement, puisqu'on est actuellement dans une civilisation dans laquelle tout est plus ou moins normalisé, tout doit répondre à certaines normes, on doit être de telle façon. Enfin, voilà, c'est cette oui. question. Je ne ferai pas de commentaire sur la cohorte des psychologues qui doivent intervenir à chaque moment, mais je vous ferai remarquer une chose. D'abord, la psychanalyse a un siècle, mais depuis ce siècle-là, si vous regardez bien un peu dans les familles et au-delà, personne ne se parlait. C'était même pas qu'on allait parler à un psy. Les parents ne parlaient pas aux enfants, les époux ne se parlaient pas, les questions de douleur des uns des autres. Non, allez, sauf qu'il peut, chacun pour soi, comme il peut. Et ça s'est donc considérablement développé à travers le temps, cette capacité de parler, plus ou moins professionnelle, hein, mais... Et ces derniers temps, on assiste en effet avec l'épidémie tout d'un coup à un renouveau, mais quand même les résistances sont très importantes et l'ont toujours été. Je voudrais vous poser deux questions. Hubert Johannet. Est-ce que vous avez remarqué des différences d'appréhension des choses en fonction des cultures?
Je veux dire par là, par exemple, en Amérique du Sud, on a un rapport avec le corps qui est manifestement différent que nous. Et puis ma dernière question, que vous allez probablement trouver stupide, c'est que est-ce qu'il y a des moyens qui peuvent aider pour appréhender les situations? Je veux dire par là que quand on fait de la chirurgie bariatrique et qu'on fait perdre 50, 60, 70 kilos à un patient, on sait qu'il va y avoir un problème d'appréhension de la nouvelle silhouette. Or, les chirurgiens plasticiens, ils ont des applications ou des programmes qui peuvent permettre d'anticiper les choses. Est-ce que vous pensez que ce genre d'outil peut être utile? Alors, la première question, c'était sur les cultures, les différentes cultures. Alors, effectivement, c'est extrêmement différent selon les cultures, mais les cultures, à chaque culture correspond aussi à une situation d'organisation psychique. Et il y a en effet des territoires dans le monde où parfois c'est peu mentalisé, mais c'est exprimé par le corps beaucoup plus. Et les douleurs et les difficultés du corps, ce qui est aussi une phase. Il y a des endroits où on vient vous dire que voilà, j'ai mal, machin. Et si vous creusez, vous voyez tout le problème qu'il y a chez lui, dans sa famille, etc. Mais avec une certaine difficulté plus intense encore que chez nous, parce que on n'a pas l'habitude d'aller dire les choses. Et même dans le service, dans les services de médecine, il y a quelque chose de tout à fait étrange, c'est que vous voyez, quand on donne la possibilité aux gens de s'exprimer, nous, très régulièrement, on a quelqu'un de 60 ans qui n'a jamais parlé de lui, sauf le jour où on va le voir dans son lit avec sa détérioration, sa maladie, sa souffrance. Et pour la première fois de sa vie, il parle de sa vérité personnelle. C'est assez émouvant et assez remarquable. La deuxième question... Les outils qui permettraient de mieux appréhender les choses. Alors, par exemple, vous voyez, la chirurgie bariatrique, je connais des chirurgiens et des psychologues et des psychanalystes qui font maintenant systématiquement les entretiens conjoints ou bien successifs. Et ça change totalement les choses et certains ne peuvent absolument plus s'en passer parce qu'on va au-devant de désastres considérables, parfois, en allant comme ça, au bout d'un temps, pas forcément même très long. Et c'est pour ça que dans le service, moi j'ai assisté comme vous savez que à Salpêtrière, c'est un énorme service maxillofacial, et bien dans certaines consultations, j'ai insisté, ça a été mis en place avec une consultation systématique avec certains patients, avec le psychologue ou le psychanalyste, par exemple la chirurgie orthognatique, mais les cancers autant que possible. Voilà. Albert-Claude Benamou. Oui, une question sur peut-être un processus culturel dont on parle beaucoup, qui est la société inclusive. C'est-à-dire, vous parlez de disgrâce, c'est à quel moment la société est en état de rejet de la personne en raison de cette supposée disgrâce ou réelle disgrâce, et comment le travail qui doit être peut-être entrepris, qui est certes déjà individuel, dont vous parlez, la personne qui s'ouvre pour une fois, la première fois face à vous, mais c'est peut-être tout un processus beaucoup plus long et beaucoup plus complexe et plus difficile certainement, d'entreprendre quelque chose qui est sur c'est quoi la représentation de la disgrâce, c'est quoi, dans quelle mesure je suis encore acceptable au sein de ma société, et dans quelle mesure le travail que je dois faire et que tout le monde doit faire autour de moi, parce que le patient ensuite n'est pas seul, il est inclus quelque part. Voilà, donc c'est tout un processus extrêmement lourd, complexe, et en même temps, ce qu'on a vu tout à l'heure, Michael Jackson, etc., c'est aussi cette capacité d'autodestruction de sa propre grâce, avec un concept, comme vous avez dit, imaginaire, une espèce de projection dans ce qui pourrait être mieux. Voilà, c'est un peu tout ça, et c'est un sujet très compliqué, mais ça mériterait beaucoup de temps pour en discuter. Merci. Oui, je vous remercie. C'est un sujet très vaste, mais il se trouve que
c'est un chemin qui se pratique progressivement sur effectivement l'acceptation de la différence. Il y a des lieux dans le monde où la moindre différence est diabolisée tout de suite. C'est l'acceptation de la différence, j'ai dit formatage, du non-formatage, et ça se développe de multiples façons. Par exemple, sur le choix sexuel, l'homosexualité ou les disgrâces. Et il y a même quelque chose d'un peu étrange qui se déroule depuis plusieurs années. C'est quelque chose où l'esthétique du beau, eh bien, on va vers une disharmonie. Il ne faut absolument pas avoir des vêtements qui s'harmonisent, il faut que ça se choque, il faut éventuellement avoir des visages ou des cheveux complètement déstructurés. Il y a quand même là une dérive qui est suicidaire, si vous voulez, et en même temps qui ne l'est pas, qui est se placer en personnage très particulier. Et ça marche très bien pour certains. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Ouchang, je suis ravi que ton intervention est celle qui a suscité le plus de questions. Et je voudrais revenir juste sur un point qu'on avait évoqué lors de la table ronde à la chapelle de la Salpêtrière en octobre 2018, c'est la question de l'invisibilité, entre guillemets, de tous ces patients dont on a parlé cet après-midi. Autrement dit, combien en avez-vous croisé au cours de ces dernières semaines ou ces derniers mois? Aucun, je crois. Ils sont invisibles. Voilà, je voulais remercier ceux qui m'ont accompagné, qui ont accepté de participer à cet après-midi dédié à la chirurgie maxillofaciale, dédié à notre vie. Maintenant que j'arrive au bout, je peux le dire, ça a été ma carrière et ma vie. Et merci encore, Philippe, de nous avoir invités. Ça m'a fait très plaisir. Je vous remercie tous. Je voulais faire une toute petite référence en fin de réunion au terme de courage dont a fait usage à plusieurs reprises Chloé. C'est très important. De mon point de vue, c'est pour ça que je me permets d'y revenir. Cette notion de courage recouvre d'une part nos limites et d'autre part les moyens de franchir ces limites et d'autre part la notion d'innovation. Je fais ainsi référence clairement, avec la présence de Bernard de Vauchel parmi nous, aux greffes composites, aux greffes de tissus composites dont il est aujourd'hui le représentant parmi nous. Ce qui me permet de rappeler la mémoire de Jean-Michel Dubernard, qui n'est pas un chirurgien plasticien, mais qui a énormément innové et qui a beaucoup marqué notre génération. Il a travaillé avec Bernard de Vauchel sur les greffes composites, notamment de visage. Sa disparition brutale, il y a 4 mois, nous a tous bouleversés, parce qu'il représentait une génération, la nôtre. L'Académie a honoré sa mémoire par une séance remarquable, unique. Il n'y a jamais eu de séance de ce type à la mémoire d'un collègue disparu, en dehors d'un hommage qu'on peut faire d'une vingtaine de minutes en début de séance. La totalité de la séance a été consacrée à la mémoire de Max. Elle a été organisée par Bernard de Vauchel et Xavier Martin, qui était son élève à Lyon. Je vous remercie beaucoup.